Le bois éclata d'abord. Puis les côtes cédèrent sous la pression extrême. Le sol n'était plus de la terre, mais une boue rouge et glissante. Nous sommes en l'an 496, près de Tolbiac, dans la rude vallée du Rhin. Des milliers de guerriers francs étouffés dans un espace trop étroit pour respirer. La première ligne était en train de mourir. La deuxième ligne poussait aveuglément vers l'avant. Elle écrasait ses propres frères contre le mur de boucliers alamans. Le roi franc regardait son centre reculer centimètre par centimètre. Son armée se fracturait. Ses dieux ne répondaient plus. Il n'y avait plus de réserve à lancer. Plus de ruse tactique possible. Seulement le poids, le métal et l'épuisement. La bataille ne se jouait plus sur la stratégie globale. Elle se jouait sur la capacité de la chair humaine à supporter une compression mortelle. Les Alamans ne s'étaient pas contentés de marcher sur la Gaule. Ils voulaient broyer l'autorité franque sur les rives du Rhin. Cette puissante confédération germanique poussait agressivement vers l'ouest. Les Francs rhénans perdaient du terrain jour après jour. Leurs appels à l'aide forcèrent le roi des Francs saliens à marcher rapidement vers l'est. Il rassembla ses guerriers et avança dans le froid mordant. Les routes étaient lourdes et gorgées d'eau. Chaque chariot de ravitaillement ralentissait la colonne arrière. La rencontre inévitable eut lieu sur la plaine de Tolbiac. Il n'y avait pas de hauteur décisive à prendre. Pas de forêt dense pour cacher une manœuvre de flanc complexe. C'était une simple plaine d'affrontement direct. Deux armées massives, équipées de manière presque identique, allaient se heurter frontalement. Sur le papier, l'infanterie franque possédait une brutalité fortement disciplinée. Mais le champ de bataille allait transformer cet affrontement en un piège physique redoutable. Les Alamans possédaient l'avantage du nombre et le puissant élan de la conquête. Leur front d'attaque était immense. Le commandant franc dut étirer sa propre ligne pour éviter l'encerclement total. Cet étirement réduisait dangereusement l'épaisseur de son mur de boucliers. Moins de profondeur signifiait moins de masse pour absorber le choc initial. L'armée s'arrêta, forma les rangs serrés et attendit. La tension glaçait les muscles sous les armures.
La survie du royaume franc allait se décider dans les prochaines heures. Les trompes de guerre sonnèrent lugubrement. La vaste masse alamane commença à avancer en hurlant. Le sol tremblait sous le poids des milliers de bottes lourdes frappant la terre. À 20 mètres, le vacarme assourdissant atteignit son apogée. C'est à cet instant précis que la ligne franque libéra sa signature tactique. Le ciel s'assombrit brièvement au-dessus des combattants. Des milliers de francisques furent projetés simultanément avec une force inouïe. Ces lourdes haches de jet n'étaient pas conçues pour tuer à longue distance. Elles étaient conçues pour détruire la cohésion de l'ennemi avant l'impact. Le métal lourd frappa brutalement le bois des boucliers alamans. La lame mordait la surface et s'y bloquait fermement. Le poids de l'arme déséquilibrait le bras du défenseur épuisé. Le bouclier basculait lourdement vers le bas, exposant le torse et la gorge vulnérables. Les guerriers alamans trébuchèrent sous cette grêle d'acier mortel. Mais l'élan aveugle de leur charge ne s'arrêta pas. Les hommes de derrière poussèrent brutalement ceux de devant. Les deux gigantesques murs de boucliers entrèrent en collision avec une violence inouïe. Le son n'était pas celui d'un combat noble et héroïque. C'était un craquement sourd de bois brisé, d'os écrasés et d'armures cabossées. La première ligne franque absorba toute l'énergie cinétique de la masse ennemie. Immédiatement, tout l'espace disparut. Les hommes se retrouvèrent coincés poitrine contre poitrine. La véritable horreur étouffante de la guerre germanique venait de commencer. Le champ de bataille s'enferma sur lui-même. Les longues épées devinrent totalement inutiles. Il n'y avait plus de place pour armer un coup avec force. Les guerriers durent utiliser leurs couteaux courts pour frapper à l'aveugle dans la mêlée sanglante. Les lances se brisaient sous la pression effroyable des corps entassés. Ceux qui glissaient sur l'herbe humide ne se relevaient jamais. Ils étaient impitoyablement piétinés et étouffés par leurs propres camarades de combat. L'oxygène commença rapidement à manquer sous les lourds casques de fer. La chaleur des corps emprisonnés dans le cuir brûlait atrocement les poumons. Le soleil déclinait lentement, jetant des ombres longues sur un charnier vivant et mouvant. Le sang poissait les mains, rendant les prises d'armes glissantes et incertaines. Une lance brisée devenait un simple poignard improvisé. Un bouclier fendu devenait un fardeau mortel. Les hommes rejetaient leurs casques pour pouvoir respirer, s'exposant ainsi aux lames aveugles qui cherchaient la chair. La soif desséchait les gorges écorchées.
mais la pure adrénaline maintenait les bras en mouvement continu. La pression à la manne était implacable et monstrueuse. Leur immense profondeur poussait sans relâche les premiers rangs. Le centre franc commença à subir une tension mécanique extrême. La ligne ne pliait pas de manière flexible et ordonnée. Elle commençait à se déchirer mortellement. Les boucliers se chevauchaient tellement qu'ils bloquaient les bras fatigués de ceux qu'ils devaient pourtant protéger. Le sang rendait les manches horriblement glissants. Les guerriers épuisés lâchaient involontairement leurs armes. Le commandant franc, observant la scène depuis l'arrière, vit ses nobles bannières reculer dangereusement. La boue volait l'attraction vitale de ces hommes en première ligne. Chaque pas désespéré en arrière coûtait la vie à une dizaine de soldats francs. Face à un centre qui saigne et une ligne qui meurt, engagez-vous votre dernière garde pour colmater la brèche, ou la gardez-vous pour couvrir votre retraite. Le roi n'avait plus de temps pour hésiter. Les blessés s'entassaient tragiquement sous les pieds des combattants, bloquant toute tentative de rotation salvatrice. Les hommes frais restés à l'arrière ne pouvaient plus atteindre le front meurtrier. L'arrière-garde franque entendait les hurlements de douleur, mais ne voyait que la masse reculer inexorablement. La panique, cette redoutable maladie invisible du champ de bataille, commençait à infecter profondément les rangs. Les guerriers effrayés regardaient nerveusement par-dessus leurs épaules fatiguées. Ils cherchaient une issue hors de cet enfer compressé. L'ancienne doctrine de la fureur inébranlable venait de mourir dans la boue froide de Tolbiac. Le désastre n'était plus une lointaine probabilité tactique. Il était une réalité physique brutale en train de se produire sous leurs yeux. Les muscles tétanisaient douloureusement sous le poids constant des boucliers lourds. Une seule heure de ce broyage humain suffisait à vider complètement l'énergie d'un vétéran aguerri. Les Alamans hurlaient déjà leur victoire imminente à travers le fracas. Leurs commandants agressifs poussaient leurs troupes fraîches dans les fissures sanglantes de la ligne franque. Le flanc gauche franc tenait encore miraculeusement, mais il s'isolait du reste de l'armée. La communication n'existait absolument plus. La fumée de la poussière soulevée et la brume humide du fleuve masquaient tous les signaux visuels. Le champ de vision d'un soldat paniqué se limitait au visage ensanglanté de l'ennemi collé devant lui. La formation mourait. Plus d'espace. Plus de cohésion. Si le centre cédait totalement, l'armée franque serait coupée en deux et massacrée sans pitié en fuyant. La ligne franque était cruellement piégée par son propre recul incontrôlable. Les hommes épuisés trébuchaient sans cesse sur les cadavres mutilés de leurs propres frères. Les redoutables haches franques gisaient désormais dans la boue, devenues parfaitement inutiles.
L'ennemi impitoyable profitait de chaque chute pour avancer un pas de plus vers la victoire. Le souverain alamand combattait fièrement au premier rang de sa garde, exhortant bruyamment ses guerriers à l'abattoir. Sa présence physique galvanisait la pression mortelle de son armée. Tant qu'il restait visible, ses hommes continuaient de frapper avec une frénésie absolue et dévastatrice. L'armée franque était en train d'être systématiquement détruite, non pas par une manœuvre brillante, mais par une usure brutale et mécanique. C'est à cet instant précis de rupture totale que la logique du champ de bataille bascula radicalement. Le roi des Francs comprit rapidement que ses dieux traditionnels l'avaient définitivement abandonné sur cette plaine. La fureur germanique pure ne suffisait manifestement plus face à ce mur humain impénétrable. Il leva les yeux vers le ciel, implorant désespérément le Dieu chrétien de sa propre femme. Mais un appel divin ne change strictement rien s'il ne se traduit pas par une action militaire immédiate et violente. Ce serment spirituel profond devint instantanément un ordre tactique totalement désespéré. Le souverain franc tira son épée lourde et ordonna à sa garde personnelle de charger droit dans le centre défaillant. Le roi franc ne fuyait pas le désastre. Il entrait volontairement dans le broyeur humain. Cette petite poignée de guerriers d'élite, encore frais et lourdement armés, percuta violemment le point de compression maximal. Leur impact fulgurant stabilisa brièvement la ligne chancelante. Dans cette mêlée atrocement féroce, le destin des deux peuples se croisa physiquement dans le sang. Le roi alamand, beaucoup trop exposé dans son désir de briser définitivement les Francs, fut soudainement frappé. La hache lourde d'un garde franc traversa violemment sa défense fatiguée. Le puissant souverain ennemi se fondra lourdement dans la boue écarlate. La nouvelle de sa mort ne voyagea pas par des messagers rapides. Elle voyagea par le vide terrifiant qu'elle créa. La fière bannière royale alamane tomba lourdement au sol. Les guerriers les plus proches du roi cessèrent immédiatement de frapper. Ils baissèrent lentement leurs armes pour regarder le corps sans vie de leur souverain. Leur élan agressif s'arrêta net. L'onde de choc psychologique remonta la colonne alamane plus vite que la cavalerie la plus rapide. Une armée tribale sans son chef charismatique n'est plus une véritable armée. Elle redevient instantanément une simple multitude d'individus cherchant uniquement à survivre. La stricte discipline alamane n'avait pas pu résister à la mort soudaine de son centre de gravité opérationnel. Le vide de commandement est de loin la blessure la plus mortelle sur un champ de bataille antique. Aucun mur de bouclier ne peut tenir si l'esprit qui le maintient soudé disparaît brusquement. Pourquoi continuer à se battre et mourir si l'homme qui distribue le butin est étendu mort dans la boue? La volonté de fer de la redoutable armée alamane se volatilisa totalement en quelques secondes cruciales. La pression physique sur le centre franc chuta brutalement et de manière inespérée. Les poumons brûlants purent enfin se remplir d'air frais. Les Francs, sentant l'hésitation fatale de l'ennemi, poussèrent un hurlement terrible et reprirent immédiatement l'initiative. Les boucliers alamans se désalignèrent dans une confusion totale.
Leur retraite précipitée commença comme un mouvement lent, puis dégénéra rapidement en une panique pure et incontrôlable. Le champ de bataille avait définitivement changé de maître. La route étroite vers l'arrière s'engorgea immédiatement de corps fuyants. Les fuyards désespérés furent rattrapés et taillés en pièces par des Francs rendus fous par leur propre survie miraculeuse. Le carnage effroyable dura jusqu'à ce que les derniers chefs alamans supplient le commandement franc d'arrêter le massacre. La décisive bataille de Tolbiac prit fin dans le sang abondant et la soumission totale. Elle n'avait pas été gagnée par une ruse tactique géniale ou un plan parfait. Elle avait été décidée par l'effondrement simultané d'une ligne franque et du commandement central alamand. Le terrain boueux avait puni la masse aveugle et la masse énorme avait écrasé les hommes fragiles. Cette victoire sanglante ne détruisit pas seulement une gigantesque armée ennemie. Elle prouva brutalement qu'une armée pouvait survivre à la désintégration de son propre plan si son noyau refusait de céder avant celui de l'adversaire. La conversion spirituelle du roi scella peut-être l'avenir politique de la Gaule, mais c'est l'étouffante boue de Tolbiac qui imposa concrètement son destin. Si vous voulez voir la prochaine reconstruction de champ de bataille, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.